Merci Marie et bienvenue dans la compagnie des auteurs menée comme chaque jour par tout un équipage, Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amar, Eva Le Sceau et Didier Pinault. À la réalisation, Laurence Millet, à la technique aujourd'hui, Pierrick Moumi. Et aujourd'hui, c'était justement de voyager. Un souci mais surtout une occupation, un hobby peut-être? Oui, je pense que c'était tout cela à la fois. Surtout par rapport à la période et aux destinations auxquelles je me suis intéressé. C'est après 1925 qu'il a vraiment ce besoin de quitter l'Europe dans laquelle il se sent asphyxié. Il a besoin de partir. C'est là qu'il se rend à la légation du Siam. Et bon, on lui en confie la responsabilité. Il va en profiter pour écumer l'Asie du Sud-Est, rédiger l'un de ses romans, Bouddha vivant, qui en fait s'insère dans ce contrat qu'il avait signé avec Bernard Grasset et par lequel il s'engageait à rédiger, alors c'était 4 fictions, romans ou recueils de nouvelles, qui auraient pour point de départ un continent, une couleur. Donc il avait commencé avec l'Europe, il poursuit avec l'Asie, et ensuite ce sera l'Afrique et l'Amérique. Et à son retour du Siam, puisqu'il est frappé là-bas par une terrible crise de dysenterie, il arrive à Paris, donc nous sommes en 1926, et c'est en pleine mode nègre. Il est fasciné par le phénomène Joséphine Baker. Et c'est ce qui va être le point de départ du texte qu'il veut consacrer au continent noir. Alors initialement, il songe à écrire un roman en partant de ce personnage et de ce phénomène Joséphine Baker. Et puis c'est là qu'il se dit bon, je vais voyager pour approfondir ce sujet. Il se documentait de toute façon toujours énormément. Énormément. Quels que soient d'ailleurs les sujets. Quel que soit le sujet, quelle que soit la destination. Et là, début 27, juste après son mariage, il part pour les États-Unis, justement parce qu'il veut établir un lien entre, pour lui, le point commun, c'est Joséphine Baker, mais un lien entre Paris et le sud noir des États-Unis. Et quand il va procéder à la traversée du sud des États-Unis, il va être confronté à plusieurs problèmes, notamment les problèmes de ségrégation de race, le Ku Klux Klan, etc. Et au fil de son voyage, son projet va complètement changer. Ce ne sera plus un roman. Il va décider de consacrer plusieurs nouvelles je dirais à ces problèmes qui auront pour cadre le sud des États-Unis. Et il songe maintenant à un grand voyage, et ce voyage l'occupera 2 ans. Ça va être de montrer les manifestations, des forces qui animent la race noire entre l'Afrique, le sud des États-Unis, les Antilles, et il songera même un temps à se rendre au Brésil. Et ce seront 2 années de voyage qui donneront le recueil de nouvelles Magie Noire, qui donneront aussi le journal le documentaire Hiver Caraïbes, l'autre documentaire sur l'Afrique, Paris-Tombouctou, plus toute une série de préfaces, de chroniques, de textes brefs liés à cette question. Et est-ce que Joséphine Baker, il l'a fréquentée? Est-ce qu'il a cherché à la rencontrer? Pas fréquenté, il n'y a pas de témoignage qui indique qu'il l'ait rencontré. Lui a été surtout sensible à la mode, qu'il ait assisté à l'un de ses spectacles. Ça, c'est fort probable parce qu'on a une description dans la Nouvelle Congo de la manière dont Joséphine bouge sur scène, s'agite, est comme électrifiée. On a ici une écriture qui est très très rapide. C'est un kaléidoscope d'images. Et puis il y avait toute cette agitation qui était partout dans la presse, donc il a dû assister au spectacle. Pour lui, là encore, c'est un point de départ. Il part d'images, il part de sensations, il voit cette musique, il voit ces couleurs, et c'est ce qui lui donne matière à commencer à écrire son texte. Est-ce que vous diriez qu'il regarde différemment les mondes noirs, d'autres villes d'autres carnets de voyage qu'il a essayé de faire, vous le disiez, sur les 5 continents, le plus célèbre étant peut-être New York, mais il a aussi décrit Londres, il a parlé de l'Inde, il a parlé du monde entier quasiment. Est-ce que il y a pour vous une spécificité de son regard sur les pays soit d'Afrique, soit des Antilles? Complètement, parce que son regard va
profondément évolué. C'est-à-dire qu'au départ, ils seront aux États-Unis avec l'idée d'écrire un roman, puis son projet évolue, ce sera un recueil de nouvelles. Je dirais la partie qui va le plus fasciner, parce qu'en 1927, début 1927, son premier voyage, il traverse vraiment le sud des États-Unis, il reste très peu de temps dans les Antilles, mais quand il revient à la fin de l'année 1927, en novembre-décembre, ses idées sont beaucoup plus claires, il s'est déjà documenté au cours de l'année, il a une haine du métissage, pourtant, lors de son second voyage aux Antilles, il rencontre Jacques Roumain et les membres de la revue indigène. Et là, il rencontre des gens qui sont fins, qui sont cultivés, qui ont une excellente connaissance de la littérature française, qui l'introduisent aux coutumes de Haïti, qui lui parlent du vaudou, donc il apprend énormément à leur compagnie. 1928, donc à peine il revient des Antilles, il part pour l'Afrique. Au cours du voyage qu'il mène jusqu'au Sénégal, et il rencontre Albert Londres, donc échange entre deux grands écrivains voyageurs, et ensuite c'est la plongée dans le continent noir qui le fascine. Il est fasciné par les cérémonies, les danses, les tam-tams. Il est persuadé que voilà, c'est là que sont les forces primitives. Et on écoute un extrait de son texte de 1928, Paris-Tombouctou. La danse, dans les pays civilisés, a perdu son sens initial. Elle ne prend sa vraie signification qu'en Afrique, et loin des côtes. Là, danser est une cérémonie magique, un acte de magie imitative. C'est s'efforcer de copier l'amour, la chasse, la pluie, les funérailles. Ce n'est pas un art chez les primitifs, ce n'est pas un plaisir. Chacun danse pour ses dieux, non pour soi. En aucun cas, les couples ne s'enlacent. On est seul ou face à face. Il y a même des danses de vieillards. Ce terme de danse est d'ailleurs impropre. Comme dit une grande autorité en ces matières, M. Delafosse, beaucoup de cérémonies mimées que les Européens englobent sous le titre de danse nègre ou de tam-tam ne sont en réalité que des représentations dramatiques. Et le savant anglais, M. Amory Talbot, dans ses études sur le caractère magique du théâtre nègre, a dernièrement donné à la chorégraphie africaine son plein sens, que M. Labouret, chez nous, a sans doute été seul à soupçonner. Les professionnels de la danse en Côte d'Ivoire, il y en a 2 ou 3 par village, ne sont pas de jolis jeunes gens très invités. Ils forment une branche à part de la sorcellerie. Ils sont des gens suspects, tenus pour fort dangereux. Est-ce que vous diriez, Dominique Lany, qu'il y a de l'anthropologue chez Paul Morand, vous qui êtes vous-même à la fois docteur en littérature et en anthropologie, est-ce que c'est rigoureux finalement ce qu'on lit dans ce Paris-Tombouctou en matière anthropologique ? Il a procédé à un certain nombre d'observations qui s'avèrent exactes. C'est un observateur, donc il y a chez lui effectivement une part d'anthropologue. Maintenant, le matériau ethnographique qu'il recueille lors des échanges avec les individus qu'il rencontre lui permettent surtout de nourrir son œuvre littéraire. On sait tout de même qu'il s'est beaucoup documenté, 50 000 kilomètres parcourus, 28 pays noirs. Aucun auteur ne peut se targuer d'avoir couvert autant de terrain ni d'avoir consacré autant de temps à son sujet. Écrivez-vous, Dominique Lany. Ah oui, c'est clair. Il y a une vraie curiosité quand même chez Paul Morand. Ah, ce sujet l'a passionné, l'a fasciné durant 2 années. Il est vraiment convaincu à ce moment-là que s'il y a pour la race blanche, bon, c'était les termes qu'on employait à l'époque, une issue, une manière d'échapper à son asphyxie, pour lui, c'est la race noire qui peut lui apporter. Donc c'est cela. toujours en regard de ce qu'il est lui, représentant d'un homme blanc, de race blanche. C'est toujours finalement sur lui qu'il s'interroge. Beaucoup.
Jacques Chancel lui avait posé une question similaire, mais pourquoi vous revenez sans cesse à la race blanche, etc. Pourquoi la question de cette disparition vous préoccupe autant? Il avait dit, mais parce que c'est ma race. Et c'est vrai qu'il positionne à ce moment-là beaucoup les choses de cette manière. Cependant, quand il se rend à New York et qu'il voit ce qu'est devenu la race noire à New York, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont devenus larbins, garçons d'ascenseur, ils sont pas faits pour vivre ici. C'est voilà pour lui, et c'est à ce moment-là que la race noire perd son charme. Et il se souvient avec beaucoup d'émotion de son voyage en Afrique. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas au cours de son voyage, et une fois qu'il revient de New York, c'est terminé. Il bascule donc autre chose. Voilà, on reviendra peut-être sur cette idée. Dire quand même, Dominique Lani, un petit peu plus précisément ce qu'il y a dans ces textes, parce qu'il est quand même capable de dire un certain nombre d'horreurs, et notamment cette phrase que vous mettez en exergue et sur laquelle il faut s'arrêter un moment, je crois. Et maintenant, faites entrer les nègres. Et les nègres entrèrent dans notre décadence comme ils entrèrent dans Carthage et dans Byzance. Puis il dit plus loin, car on voit leur ricanement lipu au chevet de toutes les civilisations blanches, moribondes. Donc il y a cette idée peut-être en filigrane que si la civilisation blanche est moribonde, c'est parce qu'il y a le ricanement lipu du nègre à son chevet. C'est quand même assez extrême comme citation. Alors cette citation, je l'avais effectivement choisie, elle date de 1933. C'est-à-dire que c'était pour montrer la distance qui séparait en fait tous ces textes, Paris Tombouctou, Magie Noire, où il a cette fascination pour l'Afrique, et 4 années plus tard, ces lignes sont tirées d'un article, d'une chronique qui s'intitulait De l'air, ouais. qui faisait écho à toute une série de crimes dans lesquels les étrangers, les juifs, avaient été désignés comme responsables, et qui a un article d'une violence, d'une acrimonie étourdissant. Donc il y a un changement pour vous chez Paul Morand vers du racisme en fait, pur et simple. Racisme, antisémitisme, xénophobie, tout cela se renforce. Et pour quelle raison dans les années 30. Il y a évidemment l'atmosphère des années 30. L'atmosphère. Je pense que l'atmosphère joue beaucoup à ce moment-là. C'est toute l'Europe qui est en train de basculer dans les nationalismes, l'extrémisme, le désir de revanche. Et lui s'éloigne complètement. Il ne faut pas oublier que ça a été quand même un des chantres du cosmopolitisme, que ça, lui, il a cru en l'Europe. C'est un passionné de l'Angleterre. Il s'est rendu à plusieurs reprises en Allemagne. Il a accompli le tour du monde. Et puis donc un passionné de l'Afrique, comme vous le dites. Passionné de l'Afrique. Aimant visiter, s'intéressant. Il a rapporté énormément d'objets qui sont maintenant au Quai Branly. Il y a une trentaine d'objets, de masques, de sculptures qu'il a acquis, qu'il a rapporté. J'avais rencontré François Nourricier qui me disait il avait une passion pour l'Afrique, pour les Amériques noires, pour le jazz, pour Haïti. Ça faisait partie de leur sujet de conversation. Et alors encore plus étonnant d'une certaine façon, le moment où il explique que finalement il va montrer aux Blancs le génie de la race noire et expliquer en France avec impartialité, dit-il, et avant la plupart des autres Blancs, ce génie de la race noire. Alors on est dans l'ambivalence totale. D'un côté, on a quelqu'un qui écrit de manière très violente des textes racistes, et de l'autre côté, cette même personne explique que avant les autres Blancs, il a compris le génie noir. Ouais, alors cette citation, elle date de 1927, de fin 1927, c'est lors de son second voyage aux Antilles. Et en fait, c'est le moment où il rencontre les membres de la revue indigène, qui lui demande d'écrire une préface pour la revue, et il accepte d'écrire ce petit texte. Et c'est ce qui avait été à l'origine de mon travail, c'est que moi j'avais le souvenir d'un Morand raciste, antisémite, et quand lisant justement cette revue indigène et tombant sur cette préface de Morand, je lis ça, je me dis mais voilà, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, et j'ai voulu creuser la question. Mais là, on est fin 1927, et lui, il a senti que pour lui,
tout ce qui anime les Noirs, où qu'ils soient dans le monde, parce que Morand croit profondément en l'atavisme. Voilà, il y a quelque chose qui les unit, des forces profondes qui sont liées à la terre, qui sont liées aux éléments. Et qui le fascine aussi. Qui le fascine, et c'est ça qu'il veut expliquer avant tous les autres à tout le monde. De ses professeurs, alors il y a Giraudoux qui était son répétiteur, Lucien Lévy-Bruhl à Sciences Po, Albert Sorel. Est-ce que ça a pu jouer? Moins, je pense pas tellement, parce que c'était beaucoup plus centré sur l'Europe. Les enseignements de tous ces professeurs, et puis Giraudoux était un éminent germaniste, donc c'est plutôt le versant européen de la culture que ses professeurs et cet ami et maître qui a été Giraudoux ont nourri chez lui. Il y a du coup ce recueil Magie noire qui paraît en 1928 et on se rend compte qu'il a un agenda très précis. Quand il envoie son texte à Bernard Grasset, il lui demande de faire une affiche et vous décrivez exactement cette affiche que Paul Morand demande, donc il sait exactement le message qu'il veut envoyer. Vous pouvez nous décrire par exemple cette affiche? Oui, c'est courant juin, effectivement, il demande à Grasset, il dit contactez Louis Brun et demandez-lui de réaliser une affiche. Alors il veut qu'il y ait à la fois sur cette affiche un personnage qui va représenter le versant sauvage, et puis de l'autre côté un saxophoniste pour insister sur l'aspect jazz. Et l'affiche va être réalisée conformément à sa demande. Elle va figurer dans les journaux, elle va figurer aussi sur les présentoirs dans la rue. C'est toujours cette idée qu'il y a une race noire dans le monde et que derrière la race noire primitive, qui serait en gros selon lui celle qui est belle, celle qui est pure, celle d'une culture mystique, d'une culture magique, il y aurait aux États-Unis notamment comme une perversion. Et en même temps, le jazz, c'est quelque chose qu'il aime quand il dit « Le jazz a des accents si sublimes, si déchirants, que tous nous comprenons qu'à notre manière de sentir, il faut une forme nouvelle. À notre manière de sentir, il faut une forme nouvelle. » Cette forme nouvelle qui vient des hommes et des femmes noirs. Et là, on est encore plus perdu. Parce que si Paul Morand dit qu'il y a une perversion de la négritude originelle et qu'en même temps il dit mais ce jazz c'est quand même quelque chose qui doit nous faire changer nous blancs, à ce moment-là on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de cohérence. Là encore il faut replacer, c'est 1928. C'est le moment Magie noire, c'est le moment où il est le plus dans la fascination, où il est le plus dans l'admiration. C'est là où, pour lui, c'est cette race qui va régénérer les Blancs endormis. Et ça apparaît aussi dans les chroniques qu'il signe, qui seront utilisées comme préface ou réunies dans d'autres volumes. Et donc après ce volume-là, il va se désintéresser de ce sujet-là, ou finalement, il a tranché, quoi. Il sera raciste et il sera rien d'autre. Après, c'est vraiment son voyage à New York en 1929 qui le fait évoluer. Parce qu'il voit cette race noire qui est occupée à des tâches subalternes, et pour lui c'est incompréhensible. Les Noirs ne sont pas faits pour occuper ce type de... Il y a une vision aristocratique de ce que devrait être le peuple. Il reste, et dans son esprit, pour lui, la race noire c'est l'Afrique, c'est la danse, c'est la musique, c'est ce qu'il a eu le privilège de voir. Et d'ailleurs, il se considère, lorsqu'il est en Afrique, il dit je suis sans doute un des derniers à voir l'Afrique dans son innocence. Il écrit dans quelques années, finalement les gens viendront, il y aura plein de compagnies pétrolières, on installera des villages touristiques partout. Et on pervertira l'Afrique. Elle ne ressemblera plus à rien. En tout cas, elle ne ressemblera plus à ça. Alors, vous avez également écrit un autre livre aux éditions Passage, celui-ci qui s'appelle Carnet d'un voyage aux Antilles. Et là, vous dites que Morand, c'est d'abord un œil, c'est même du cinéma, Paul Morand, dites-vous, quand il regarde
ces îles. Ouais. Alors en fait, les carnets, ce sont des textes de Paul Morand. C'est son journal de voyage aux Antilles à la fin 1927. Ce sont ses notes inédites qu'il a. Donc je travaillais sur les manuscrits. Il a remanié ces manuscrits pour ensuite que cela constitue la première partie d'Hiver Caraïbes. Ce qui est très intéressant dans ces manuscrits sur lesquels j'ai travaillé, qui sont conservés aux archives de l'Académie française, c'est qu'on a accès aux notes prises sur le vif par Morand. Parce que lorsqu'il les corrige, là, on voit que sa vision a déjà évolué. Donc ce sont des instantanés. Ce sont des instantanés. Ouais. Et quelque chose qui lui ressemble bien, et on pourra terminer par cette citation, Morand disait « On peut voir rapidement, mais comprendre bien. Mais est-ce qu'on le peut vraiment ?» Il a cette capacité à pouvoir en une phrase, en une réplique, pouvoir cerner, décrire un individu, pointer un trait de caractère, un travers, c'est par une métaphore, il a un œil aiguisé qu'il sait traduire par une plume acérée. Vous pensez qu'effectivement il a bien compris par ces petits clichés photographiques qu'il n'est pas dans le cliché justement? Non, parce que c'est quelqu'un qui cherchait à sortir justement des sentiers battus, à aller voir là où les autres n'allaient pas. À chaque fois qu'il peut, il descend du bateau ou de l'avion, il ne supporte pas d'être en groupe. De l'Obs de cette semaine. Ben oui, à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Malraux, il y a mon camarade Pascal Mérigeau qui raconte ce qui est étonnant chez Malraux, c'est que tout prend toujours des dimensions incroyables, même quand il se passe rien. Et là, en l'occurrence, il se passe rien. C'est-à-dire que Et vous en faites quand même plusieurs feuillets. Mais oui, parce qu'il y a plein de choses à raconter. La condition humaine, c'est sorti en 1933, c'est le prix Goncourt, c'est le moment où Malraux explique qu'il a voulu donner quelques images de la grandeur humaine avec sa cigarette à la main, là, et des images fameuses. Et tout de suite, il y a des projets d'adaptation pour le cinéma. Et légitimement d'ailleurs, parce que quand on regarde La condition humaine, c'est peut-être un des romans français les plus cinématographiques qui soit. Enfin, tout est conçu de manière cinématographique. Il y a tous les ingrédients pour un grand film. Il y a de l'héroïsme, il y a de l'exotisme. Il y a des scènes de violence extrême. Voilà. Et puis même dans la manière dont c'est construit. Enfin, Malraux, il donnait à son ami Louis Guillou ce conseil-là. Il lui disait écrivez les scènes comme vous les voyez, et puis ensuite vous montrez ces scènes comme on le fait dans un film. Et La condition humaine, c'est écrit comme ça. Et il y a un sens du travelling. Enfin, il y a vraiment le stylo fonctionne comme une caméra, quoi. Et donc ça paraît un scénario rêvé. Et il y a eu plein de projets. Donc Mérigeau raconte ça. Là, ça commence dès 1934 où Malraux sera à Leningrad. Il y a des projets avec différents. Oui, parce que Russes. c'est d'abord en Russie, et ça c'est intéressant. C'est d'abord en Russie qu'on va chercher à adapter ce film. Bah oui, parce que ça raconte la révolution chinoise quand même, La condition humaine. Donc la révolution. Donc aussi un peu la révolution russe d'une certaine manière. Donc il y a Eisenstein qui commence à travailler avec Malraux sur un projet. On pense à Shostakovich pour la musique, et puis après Eisenstein tombe en disgrâce aux yeux du parti, et du coup et puis Malraux, formalisme. Voilà, et puis Malraux lui-même, quand même, il a des sympathies trotskistes et tout ça, donc lui aussi en URSS, il commence à être un peu mal vu, donc le projet tombe à l'eau. Ensuite, ça continue. Ensuite, le projet, alors là, il y a Hollywood qui s'emballe pour La condition humaine. On change complètement d'atmosphère. Complètement. Et là, l'idée est évidemment d'en faire un film fleuve riche en péripéties spectaculaires. Alors là, il y a plein de projets. Il y a James Agee qui travaille là-dessus. Puis il est annoncé que Richard Brooks va tourner le film, que ce sera finalement Yul Brynner. Puis le problème, c'est qu'il y a le conflit vietnamien qui pourrit tout. Faire l'apologie une forme d'apologie de la révolution chinoise aux États-Unis, ça passe un peu mal. On propose le projet à Henri Verneuil. Il y a Jean Cau, le secrétaire de Sartre, qui commence à écrire le scénario avec l'aide de Patrick Modiano qui rédige des fiches. Ça capote aussi. On pense à Alain Delon. Enfin, Alain Delon fait savoir qu'il aimerait
bien joué dedans. Et puis ça continue comme ça. Il y a Costa Gavras qui récupère le projet. Il est question de Jean-Pierre Melville, de Bertolucci qui refuse parce qu'on veut lui imposer Sophia Loren et qui veut pas tourner avec Sophia Loren. Et puis ça marche pas non plus parce que c'est un peu à contre-temps, tous ces films pour adultes, alors que on arrive maintenant dans les années 60-70 à des super productions qui doivent être destinées aussi aux adolescents qui sont des grands consommateurs de films. Oui, il y a un moment où les grands films, les grandes fresques historiques et héroïques comme Laurence d'Arabie ou le Docteur Zhivago, ça passe de mode, quoi. Donc à Hollywood, le projet séduit moins. Mais jusqu'à ces derniers jours, le 2 juillet dernier, un type comme Cimino rêvait d'adapter la condition humaine. Enfin, il est pas le seul. Et puis actuellement, là, il y a des Chinois qui s'y intéressent. Il y a Jia Zhangke, il paraît que John Woo aussi, le Hongkongais, là, a dit qu'il aimerait bien l'adapter. Enfin, et même Frédéric Mitterrand, il paraît. Même Frédéric Mitterrand a eu un projet. Donc c'est vraiment une histoire assez incroyable. Merci beaucoup Grégoire Le Ménager, tout cela et bien plus encore à retrouver évidemment dans les pages culture de l'Obs. Moustache et raie dans le dos, dans mes par-dessus mastiques. On se montrait les héros, les grands maîtres de la boxe dite française, Albert, Castérès. Notre champion était en costume et bottines de ville à boutons. Français au tibia léger, aux pieds agiles, en face de l'anglais lourd et puissant, installé sur ses jambes comme l'Empire britannique sur ses colonies. On montait sur des chaises, on s'écrasait. Comme un danseur, Charlemagne multiplie les chassés-croisés bas. Au premier corps à corps, l'anglais pousse un cri, prétend que le français l'a mordu. Fureur, sifflet, vive les Boers! Charlemagne ruait comme un pur sang, levait la cuisse, décochait ses talons à la hauteur de la mâchoire de l'adversaire. Driscoll esquivait, les jambes écartées, puis, quand le coup de pied était passé, rentrait à poing fermé dans le français. Ces diables d'anglais sont plus entraînés que nous. Oh, peu des galettes. Mettez-y un bouchon, monsieur. Abat les vents du... 1971 considère qu'il a fait de l'équitation pendant près de 65 ans. Il aura d'ailleurs l'occasion en 1966 de proposer une anthologie de la littérature équestre, donc un amateur de la pratique, mais également soucieux de transmettre les meilleures pages des didacticiens et des théoriciens de l'équitation. Donc c'est quelqu'un qui va tous les jours à l'Automobile Club, à la salle de sport même de l'Automobile Club. Tout à fait, il pratique aussi l'athlétisme au Racing, spécialiste du 1500 mètres. Et il courait très vite, il paraît. Exactement, il monte des équipes de rugby et il a une analyse très fine sur la mutation et les évolutions des techniques sportives également. Je pense notamment à la natation, où il est l'un des premiers auteurs, écrivains français à envisager cette mutation où l'on passe de ce qu'il appelle la vieille coupe à la marinière, autrement dit la brasse, à l'overarm-stroke, puis au crawl qui émerge et qui se diffuse notamment à travers les Jeux de Paris 1924 sur le sol français. Oui, parce que la technique dans tous les domaines, ça le passionne en fait. Tout à fait. Alors il est passionné des techniques automobiles, des moteurs, mais également des techniques du corps. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver très largement dans ses écrits de fiction, puisqu'il va y avoir un intérêt tout particulier qui va être porté sur le muscle, sur les orientations du corps, sur les techniques sportives proprement dit. Et puis le rugby, donc vous le mentionniez, il en parle souvent avec Roger Nimier dans sa correspondance. Et vous citez aussi une phrase d'un entretien de Morand où il dit que finalement toute sa vie sociable vient de sa découverte qu'il fallait passer le ballon. Alors ça c'est intéressant quand même, parce que ça dit beaucoup de choses sur la façon dont Morand envisageait le sport comme étant quelque chose d'édifiant, et quelque chose qui vous apprenait au fond à vivre. Qu'est-ce que ça signifie que toute sa vie sociale vient de sa découverte qu'il faut passer le ballon ? Dans cet entretien, il précise d'abord qu'il était un enfant enfermé, timide, isolé, et que finalement c'est son introduction sur les terrains de sport qui va lui permettre de s'ouvrir aux autres et d'envisager autrement les relations sociales. Donc, il dit aussi que le sport a été pour lui l'une des meilleures façons d'accéder à la liberté et finalement de mettre un coup de pied aux conventions de la société. Mais passer le ballon, c'est une forme d'altruisme, selon vous ? Parce qu'on peut pas dire non plus que c'était un grand altruisme. Enfin, passer le ballon, c'est quand même ça. C'est une forme de générosité quand même. Ou de contact avec l'autre. Je parlerai pas forcément de générosité, mais de contact avec l'autre, de rencontre avec l'autre. Qui était difficile. Tout à fait. Pour Paul Morand. Oui. Rencontrer son prochain. Tout à fait.
Alors, il y a chez Morand une relation directe entre le sport qu'il pratique, qu'il regarde aussi, et son écriture, Julie Gaucher, qu'on peut qualifier peut-être de sportive. Alors voilà, je me suis penchée sur Paul Morand à l'analyse de ses titres, puisqu'il a quand même publié un roman qui s'appelle Champion du monde, et donc c'est en 1930. Et dès les premières pages, des l'incipit du roman, effectivement, il met en scène une équipe de relais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a c'est de l'intérieur que il y a une vraie connaissance en fait de ce qu'est une course de relais dans cette écriture. Et cet incipit va préfigurer finalement les relations des personnages sur l'ensemble du roman. Cette scène de relais intervient au début du roman et va clôturer également le roman, où la vie devient une figure finalement, il y a une métaphore où la vie se fait également course de relais, où il s'agit de passer le relais dans la vie. Passer le relais à qui alors? Parce que le Paul Morand, il n'a pas tellement passé le relais. D'abord, il n'avait pas d'enfant. On ne sait pas s'il a eu tellement littérairement de descendance non plus, à part les hussards bien sûr. Mais voilà. Alors dans le roman, c'est intéressant de voir l'importance des figures féminines, puisque la dernière personne qui va prendre le relais, c'est une figure féminine très austère qui va porter en fait l'œuvre de cette équipe de champions. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça renvoie un petit peu, je pense, à toute la perspective de Paul Morand. Quand il écrit des nouvelles, il choisit beaucoup de titres éponymes qui renvoient à des figures féminines. On pense à Aurore, à Clarisse, on peut parler de Lewis et Irène. Ces titres éponymes sont autant d'invitations à une programmation de la lecture pour le récepteur. C'est-à-dire que ça nous invite à prendre toute une considération, à regarder avec intérêt les personnages féminins. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans Champion du monde. C'est que finalement, s'agit-il véritablement de champion du monde ou d'une championne, de figure de championne. Vous expliquez que le sport, il se réalise dans son énonciation même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sportif dans l'écriture même, dans la rapidité, dans le fait qu'il choisisse la nouvelle aussi, qui est, on l'a vu mardi, un exercice de condensation. Donc je reviens à ma question. Écrire, c'est sportif pour Paul Morand? Oui, écrire c'est sportif pour Paul Morand, dans le sens où il recherche, j'ai beaucoup aimé l'expression de Dominique Lany tout à l'heure, qui parlait d'un kaléidoscope d'images. C'est vraiment ça, les images s'enchaînent, s'entrechoquent, avec une rapidité véritablement importante. Il y a un grand jeu de couleurs, de rythme, qui renvoie au domaine sportif. Il y a tout un courant littéraire de l'entre-deux-guerres qui tente de défendre l'existence d'une littérature sportive, où le sport ne serait pas simplement une thématique, mais aurait une influence directe sur les rythmes d'écriture, sur le rythme d'énonciation, sur les images convoquées. Et je pense que Paul Morand en est un bon exemple. Il y a aussi de la poésie dans la manière dont Paul Morand regarde les sportives, sans doute plus que les sportives d'ailleurs, mais les sportives. Il y a de la poésie et il y a aussi un certain émerveillement face à une réalité d'un corps biologique, d'un corps anatomique, d'un corps en mutation des femmes, puisqu'on est à l'orée d'un monde moderne où les modèles traditionnels de féminité sont laissés de côté pour se tourner vers des formes plus actives. Il y a la figure fort connue de la garçonne, mais il y a également donc ces autres figures de femmes émancipées qui vont assumer leur corps aussi bien dans l'exercice avec des muscles fins, arrondis, il les décrit assez précisément, et également dans la sexualité. Mais il les regarde avec admiration ou il les regarde avec un peu de frayeur? Enfin, comment les montre-t-il? Il y a un double mouvement de l'écriture et souvent justement ces nouvelles invitent à une double lecture, puisque le premier mouvement de l'écriture va être de l'ordre de la valorisation, d'une sorte d'émerveillement face à cette modernité qu'il s'emploie à saisir comme le ferait un photographe en fait. Et à rebours, il y a un petit peu d'humour, beaucoup de cynisme, puisque finalement, ces femmes libérées en tentant de s'approprier ce qui faisait les identifiants de la masculinité, mettent directement en danger l'identité du narrateur morandien qui est un narrateur masculin.
Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Paul Morand avec Julie Gaucher. Julie Gaucher qui a écrit ce livre, l'écriture de la sportive, et qui est avec moi dans ce studio. L'écriture de la sportive, identité du personnage littéraire chez Paul Morand et Henri de Monterland. Alors ça pose quand même des questions. Pourquoi avez-vous rapproché ces deux personnages pour parler de la femme, de la jeune femme sportive? Qu'est-ce qui fait qu'ils se rejoignent selon vous, Julie Gaucher? Alors, ils se rejoignent, ils s'opposent tout à la fois. Je les ai mis en regard, j'ai mis leurs textes en regard, parce que déjà, ils font figure de précurseurs dans une période où, sur la scène sportive sur la scène sociale, émerge la sportive. Peu d'auteurs s'y intéressent et ils sont en quelque sorte des figures de précurseurs sur la thématique. Sur la nouveauté du thème, je trouve qu'il se répondait. Il n'y en a en pas quelque d'autres, ou sorte. vous avez hésité avec d'autres écrivains? Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui appartiennent à la littérature populaire. Donc, c'est des écrivains que j'ai étudiés au cours de ma thèse. Mais sur des écrivains reconnus, il y a Jean Giraudoux. Donc, forcément, avec des résonances sur les travaux de Paul Morand. Oui, parce qu'on est toujours... C'est le même cercle, tout ça. Tout à fait. Et il y a en fait tout un réseau d'écrivains qui pratiquent entre eux. Il y a une association d'écrivains sportifs qui pratiquent entre eux. Et du coup, on va retrouver certains de ces thèmes sportifs dans leur essai. Jean Giraudoux, notamment, va être président à partir de 1928 du prix littéraire de la Fédération française de foot, qui connaîtra un gros succès. Mais alors quand même, il y a chez ces deux écrivains une caractéristique similaire qui est évidente, c'est que ces deux écrivains de la droite quand même. Ça vous interroge quand même un petit peu? Alors, ce qui m'interroge, c'est surtout leur rapport au féminin, puisque donc Morand, premier mouvement, ça va être la valorisation de la sportive. Derrière ça, il va y avoir quand même quelques traces de misogynie. Chez Monterland, elles sont évidentes, bien sûr. Quand on a lu Les Jeunes Filles, on ne peut s'attendre qu'à trouver des formes de misogynie dans Le Songe ou dans ces textes sportifs qui décrivent la femme, les Olympiques notamment. Mais s'intéresser à l'esthétisme du sport, vous faites référence à l'Antiquité, à cette espèce de mythe quand même du sportif. Quand on est, comme le sont Monterland et Morand, des écrivains d'extrême droite, de droite extrême, je sais pas comment il faut les qualifier, ça interroge quand même. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Disons que j'ai plus d'arguments pour vous répondre pour ce qui concerne Monterland, puisqu'effectivement l'esthétique chez Monterland, elle est clairement liée à la Grèce antique, à un imaginaire arien, et c'est d'autant plus visible dans son ouvrage Paysage des Olympiques, qui met en photographie justement les Olympiques, son texte, son recueil de poèmes sur le sport. Chez Paul Morand, c'est plus nuancé parce qu'effectivement, il y a une esthétique arienne, il y a une esthétique de l'Antiquité, mais il y a aussi une fascination pour les corps noirs, bien que parfois dénués de performance. Mais pour les corps forts quand même. Pour les corps forts. Pour les corps athlètes, jeunes si possible, et pour leur perfection. Il y a une recherche de la perfection quand même à travers ce corps de la sportive. La jeune sportive, mais qui pourrait être aussi un jeune sportif. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est une mutation. L'idéal féminin ou l'idéal masculin, après la Première Guerre mondiale, change d'identifiant. C'est-à-dire que le muscle n'était pas un identifiant d'idéal féminin avant la Première Guerre mondiale. Et donc, leur définition d'une nouvelle féminité, d'une féminité libérée, elle passe par le muscle, qui est très novateur. Et ce qui est novateur également, c'est l'introduction d'un langage anatomique, d'un vocabulaire anatomique dans du description qui se veut soit poétique, soit littéraire. Donc c'est effectivement très novateur. L'intérêt de Paul Morand peut se marquer, vous parlez de la jeunesse, pour les jeunes filles, effectivement. Je pense notamment dans La Nuit nordique, où le corps d'Aïno est comparé à un corps de jeune athlète. Enfin, on insiste véritablement sur donc La Nuit nordique, on peut rappeler que c'est une nouvelle dans Ouvert la nuit. Tout à fait. Un Français qui rentre dans un club de nudistes. Alors souvent d'ailleurs les figures de sportives sont soit des nudistes, soit des naturistes, bon, c'est un peu la même chose. Et donc là il rentre dans un club de nudistes et il découvre cette jeune fille, cette jeune sportive. Voilà, qui ose agré et qui s'entraîne. Nue. Tout à fait. C'est un fantasme total pour Paul Morand. Complètement. D'autant plus que cette nouvelle a une note vraiment pleine d'humour, puisque donc il est déjà plein d'admiration sur ce corps en effort, ce corps où se voit bien justement l'ensemble de ses muscles, pas dans l'excès, puisqu'on n'est pas dans la critique, on n'en fait pas une homasse, mais véritablement une femme musclée.
Et après, donc, dans la nouvelle, se mettent en place des jeux collectifs qui laissent sous-entendre un profond mal-être du narrateur qui est contraint de quitter la salle puisqu'il est enserré dans un jeu collectif entre deux femmes et qu'il n'arrive pas à gérer les émotions que provoque la proximité de ses corps. Il est choqué, Paul Morand. Voilà. Monterland aimait les jeunes hommes, Morand aimait les jeunes femmes. Est-ce que c'est pas au fond la même chose dans leur esthétique à tous les deux? Ils aimaient les corps, ils aimaient les beaux corps. Et je crois que c'est important, puisque finalement, chez l'un comme chez l'autre, les corps fades, les corps flasques sont moqués, sont décriés et sont loués les corps musclés. Donc je pense qu'au-delà de la dimension sexuée des personnages, ce qui est important, c'est leur anatomie. Et que finalement, les jeunes filles de Paul Morand ont une esthétique très proche des jeunes garçons d'Henri de Monterland. Et c'est là où, en fait, c'est une description de ce qui serait une perfection androgyne, c'est-à-dire le meilleur de la masculinité avec le meilleur de la féminité. C'est ça la sportive, c'est ça la figure de la sportive? Chez Henri de Monterland, oui. La sportive est par excellence une figure androgyne puisqu'elle condense les attributs féminins et les attributs masculins, mais ne doit jamais tomber dans une sexualité. C'est une androgyne, c'est l'idée de l'androgyne, mais surtout pas de l'hermaphrodisme. Chez Paul Morand, c'est beaucoup plus complexe, puisque c'est finalement la sportive, une figure de femme libérée, qui s'accapare des identifiants de la masculinité, mais qui ne va pas jusqu'à une androgynie qui suppose la chasteté, puisque ces personnages sont profondément ancrés dans une sexualité. Elles ont une liberté également sexuelle. Alors on pourrait se dire que finalement, ce qui rejoint le sport, l'esthétique, la jeunesse, c'est au fond la danse. Parce que la danse, c'est à la fois tout cela. Et il y a une nouvelle, justement, de Paul Morand qui s'appelle La mort du cygne, qui se passe dans l'Opéra de Paris et qui décrit le quotidien des jeunes danseuses. Julie Gaucher. Oui, tout à fait. Alors, dans cette nouvelle, justement, il met en regard ces deux types de féminité complètement différentes. Ces jeunes ballerines qui ont un corps, justement, androgyne, et qui sont des jeunes filles, vraiment des très jeunes filles, qui un corps exercé, musclé. Et il les met en regard avec des jeunes filles de la société bourgeoise qui voudraient s'essayer à la danse, mais qui tout de suite tombent et ne savent pas pratiquer avec l'effort que demande la danse. Parce que ce sont juste des conventions sociales que de mettre ses enfants à la danse. Et donc il y a effectivement cet écart entre la vraie sportive et puis la bourgeoise qui voudrait se donner des airs de danseuse. Il y a aussi des incompétentes et des empotées chez Morand. Alors justement, les empotées, donc il y en a parmi ces danseuses, il y en a également dans la nouvelle qui s'appelle Milady. C'est une nouvelle où le narrateur morandien nous parle donc de sa passion pour le cheval, pour l'équitation. Sa jument s'appelle Milady et il y a un véritable amour presque romantique qui le lie à cette jument. Il ne pense qu'à elle, il ne vit que pour elle, bien que marié. Et donc son épouse va être l'une de ces figures de l'incompétence, puisqu'elle n'entend rien à l'équitation, elle essaye, mais c'est systématiquement voué à l'échec, et il prendra d'ailleurs pour motif au divorce cette incompétence. Ouais, c'est pas très gentil ça quand même. Il y a toujours un relent misogyne chez les auteurs comme Paul Morand et Henri de Monterland. Et puis La nuit des 6 jours, également dans le volume Ouvert la nuit. Tout à fait, dans La nuit des 6 jours, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore le personnage féminin qui va devenir l'œil, en quelque sorte, par lequel la scène sportive va intégrer la nouvelle, puisque c'est Léa, un personnage féminin issu des classes populaires, qui va nous amener presque par la main, nous conduire par la main avec le narrateur au Vel d'Hiver pour assister justement à la course des 6 jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'y va pas simplement pour admirer son amant sur la piste cycliste, mais qu'elle a une véritable connaissance du monde sportif, puisque c'est elle qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe par ses commentaires, par ses appréciations. Elle se fait en quelque sorte le journaliste sportif. Le porte-parole du sport. Tout à fait, dans cette nouvelle. C'est par elle que le sport sera introduit dans le texte. Et en quoi c'est important, selon vous, dans la perspective que vous étudiez ? Ça donne une dimension hautement moderne, justement,
à la femme, puisque non seulement elle est douée de parole, c'est elle qui guide en quelque sorte la trame narrative de la nouvelle, mais en plus, elle est initiée dans un monde qui a été créé par les hommes pour les hommes. Le monde sportif, initialement, est un monde fermé aux femmes. Hélène Souzeau, c'était pas vraiment une sportive, elle avait 10 ans de plus que Paul Morand. Pourtant, il n'y a pas tellement de personnages comme sa femme à lui dans ses romans. Alors, la figure de la mère est importante dans les travaux de Paul Morand. Souvent, c'est des mères qui empêchent les hommes justement de s'épanouir, les personnages masculins de s'épanouir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement l'épouse de Paul Morand était son aînée. Donc il y a Qu'elle quand l'a même empêché de s'épanouir. Non, mais en tout cas, il y a, je pense, une incidence dans Champion du monde, je pense. Le dernier personnage qui prend le relais est une femme plus âgée et qui doit avoir des résonances avec Hélène. Merci beaucoup Julie Gaucher. Pour en savoir plus, je renvoie à votre ouvrage L'écriture de la sportive. Il est publié chez l'Harmattan, c'est dans la collection Espace et temps du sport. Et lui aussi c'est un sportif mais du verbe, Jacques Bonafé. Il nous propose toute cette semaine des lectures de poésie grecque. Bonjour. Beaucoup des poèmes grecs choisis cette semaine par Michael Batalla proviennent de la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. Tiens, il y avait une Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne en 2013. Il était naturel que quand à Syracuse les Athéniens furent mis en déroute, à Pékin, il n'en est absolument rien su. Comme il est aujourd'hui naturel que mon voisin n'apprenne rien des catastrophes qui se passent juste à côté de lui. Je trouve aussi naturel que j'apprenne moi-même avec retard tous les égarements qui surviennent en moi. Malgré les évolutions de la technologie, les millions d'habitants de Pékin, mes innombrables voisins, moi-même, nous tardons à apprendre les nouvelles. C'est un poème de Titos Patrikios, écrit en 2011, La circulation des informations. Apprentissage par cœur, tiens, ça concerne le poème, ça. Ou relevé topographique, un texte de Thanassis Hatsopoulos, écrit en 97. Apprends par cœur le lieu. C'est le seul chemin vers le poème. Apprends par cœur le lieu et sa manière. Montagne, pierre, golfe, ravin, végétation basse et haute, altitudes et mers, fonds marins. Apprends par cœur leurs formes et leurs habitudes à travers les années et les saisons, leurs comportements et les noms qui en découlent directement. Apprends par cœur les lignes qui gravent les yeux. Comme un relevé du paysage, une cartographie, un relevé topographique qui prend en compte température, vent, hauteur des précipitations, conditions climatiques et saturation de l'atmosphère en humidité, changement climatique, la dynamique de l'espace, ainsi que l'histoire du paysage, celle qui est gravée, la mémoire en même temps que l'oubli, tout ce qui est resté en même temps que les pertes, surtout celle-ci. Puis que le paysage est déjà dans la langue un code avec des termes de monts, d'eau et de torrents, avec des indications de littoral, de plantes et de phares, avec la sémantique des saisons et la parasémantique des années, puisque le lieu est déjà présent dans le poème, le présent de la langue. Avant de m'en aller, c'est un poème de Maria Polidouri. Avant de m'en aller pour le lointain voyage, traversant distraitement le vacarme des rues, j'irai par le jardin où jadis, à une heure inattendue, tes yeux m'ont dit que la vie était belle. Oubliant combien nous avons été leurrés tous deux et que le rêve au lever du soleil est devenu feu, je verrai les fleurs s'ouvrir à la lumière et offrir leur petite âme parfumée au baiser de la brise. Je verrai encore les arbres dans leur lourd costume vert, les liserons aspirer la vie d'autres modestes plants sans en être plus malheureux pour autant, sans que leurs fleurs en soient moins fières ou moins pures. Et comme un vain entêtement, moi, je vivrai tout ce que tes yeux m'ont dit en ce beau soir. Je te verrai te pencher sur moi,
Et il sera si violent, si puissant ce baiser, comme le premier, comme le dernier. Voilà, Jacques Bonafé, un grand merci à lui pour ses lectures de poésie grecque. C'est la fin de cette émission. Dans quelques secondes, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin pour la méthode scientifique. Quant à nous, eh bien, c'est lundi que nous nous retrouvons autour de l'écrivain allemand Thomas Mann. Très bon après-midi à toutes et à tous.